Tristan et Iseut, chapitre 6, le grand pain. Les 4 barons félons portent jusqu'aux oreilles du roi Marc que Tristan aime Iseut. Marc, qui refuse de les croire, prie Tristan de partir afin de sauver son honneur. Tristan accepte, mais à peine a-t-il franchi les portes du château que la pensée d'Iseut le retient de poursuivre sa route. Grâce à la ruse de Brangien, les amants pourront continuer de se voir. Derrière le château de Tintagel, un verger s'étendait, vaste et clos de fortes palissades. De beaux arbres y croissaient, sans nombre, chargés de fruits, d'oiseaux et de grappes odorantes. Au lieu le plus éloigné du château, tout auprès des pieux de la palissade, un pin s'élevait, haut et droit, dont le tronc robuste soutenait une large ramure. À son pied, une source vive. L'eau s'épandait d'abord en une large nappe claire et calme, enclose par un perron de marbre. Puis, contenue entre 2 rives resserrées, elle courait par le verger et, pénétrant dans l'intérieur même du château, traversait les chambres des femmes. Or, chaque soir, Tristan, par le conseil de Brangien, taillait avec art des morceaux d'écorce et des menus branchages. Il franchissait les pieux aigus et, venu sous le pin, jetait les copeaux dans la fontaine. Léger comme l'écume, il surnageait et coulait avec elle, et, dans les chambres des femmes, Iseut épiait leur venue. Aussitôt, les soirs où Brangien avait su écarter le roi Marc et les félons, elle s'en venait vers son ami. Elle s'en vient, agile et craintif pourtant, guettant à chacun de ses pas si des félons se sont embusqués derrière les arbres. Mais dès que Tristan l'a vue, les bras ouverts, il s'élance vers elle. Alors, la nuit les protège et l'ombre amie du grand pain. « Tristan, dit la reine, les gens de mer n'assurent-ils pas que ce château de Tintagel est enchanté et que par sortilège, 2 fois l'an, en hiver et en été, il se perd et disparaît aux yeux? Il s'est perdu maintenant. N'est-ce pas ici le verger merveilleux dont parlent les haies de harpe? Une muraille d'air l'enclôt de toutes parts, des arbres fleuris, un sol embaumé, le héros y vit sans vieillir entre les bras de son ami, et nulle force ennemie ne peut briser la muraille d'air. Déjà sur les tours de Tintagel retentissent les trompes des guetteurs qui annoncent l'aube. Non, dit Tristan, la muraille d'air est déjà brisée, et ce n'est pas ici le verger merveilleux. Mais un jour, amis, nous irons ensemble au pays fortuné dont nul ne retourne. Là s'élève un château de marbre blanc. À chacune de ces 1000 fenêtres brille un cierge allumé. À chacune, un jongleur joue et chante une mélodie sans fin. Le soleil n'y brille pas, et pourtant, nul ne regrette sa lumière. C'est l'heureux pays des vivants. Mais au sommet des tours de Tintagel, l'aube éclaire les grands blocs alternés de sinople et d'azur. Iseut a recouvré la joie. Le soupçon de Marc se dissipe et les félons comprennent au contraire que Tristan a revu la reine. Mais Brangien fait si bonne garde qu'ils épient vainement. Enfin, le duc André, que Dieu honnisse, dit à ses compagnons : « Seigneur, prenons conseil de Frosin, le nain bossu. Il connaît les 7 arts, la magie et toute manière d'enchantement. Il sait, à la naissance d'un enfant, observer si bien les 7 planètes et le cours des étoiles qu'il compte par avance tous les points de sa vie. Il découvre par la puissance de Bugibus et de Noiron les choses secrètes. Il nous enseignera s'il veut les ruses d'Ise la blonde. En haine de beauté et de prouesse, le petit homme méchant traça des caractères de sorcellerie, jeta ses charmes et ses sorts, considéra le cours d'Orion et de Lucifer, et dit : « Vivez en joie, beau seigneur, cette nuit vous pourrez les saisir. » Ils le menèrent devant le roi. « Sire, dit le sorcier, mandez à vos veneurs qu'ils mettent la laisse au limier et la selle aux chevaux. Annoncez que 7 jours et 7 nuits, vous vivrez dans la forêt, vous conduirez votre chasse, et vous me pendrez aux fourches si vous n'entendez pas cette nuit même quel discours Tristan tient à la reine. » Le roi fit ainsi, contre son cœur. La nuit tombée, il laissa ses veneurs dans la forêt, prit le nain en croupe et retourna vers Tintagel. Par une entrée qu'il savait, il pénétra dans le verger, et le nain le conduisit sous le grand pin. « Beau roi,
Il convient que vous montiez dans les branches de cet arbre. Portez là-haut votre arc et vos flèches. Ils vous serviront peut-être, et tenez-vous quoi? Vous n'attendrez pas longuement. Va-t'en, chien de l'ennemi, répondit Marc. Et le nain s'en alla, emmenant le cheval. Il avait dit vrai, le roi n'attendit pas longuement. Cette nuit, la lune brillait, claire et belle. Caché dans la ramure, le roi vit son neveu bondir par-dessus les pieux aigus. Tristan vint sous l'arbre et jeta dans l'eau les copeaux et les branchages. Mais comme il s'était penché sur la fontaine et les jetant, il vit, réfléchi dans l'eau, l'image du roi. Ah, s'il pouvait arrêter les copeaux qui fuient! Mais non, il court rapide par le verger. Là-bas, dans les chambres des femmes, Iseut épie leur venue. Déjà, sans doute, elle les voit à la cour, que Dieu protège les amants. Elle vient. Assis, immobile, Tristan la regarde. Et dans l'arbre, il entend le crissement de la flèche qui s'encoche dans la corde de l'arc. Elle vient, agile et prudente pourtant, comme elle avait coutume. Qu'est-ce donc, pense-t-elle, pourquoi Tristan n'accourt-il pas ce soir à ma rencontre? Aurait-il vu quelque ennemi? Elle s'arrête, fouille du regard les forêts noires. Soudain, à la clarté de la lune, elle aperçut à son tour l'ombre du roi dans la fontaine. Elle montra bien la sagesse des femmes en ce qu'elle ne leva point les yeux vers les branches de l'arbre. « Seigneur Dieu, dit-elle tout bas, accordez-moi seulement que je puisse parler la première. » Elle s'approche encore. Écoutez comme elle devance et prévient son ami. « Sire Tristan, qu'avez-vous osé m'attirer à un tel lieu, à telle heure? Maintes fois déjà vous m'aviez mandé pour me supplier, disiez-vous. Et par quelle prière? Qu'attendez-vous de moi? Je suis venue enfin, car je n'ai pu l'oublier. Si je suis reine, je vous le dois. Me voici donc. Que voulez-vous? Reine, vous criez merci afin que vous apaisiez le roi. Elle tremble et peur. Mais Tristan loue le Seigneur Dieu qui a montré le péril à son ami. Oui, reine, je vous ai mandé souvent et toujours en vain. Jamais, depuis que le roi m'a chassé, vous n'avez daigné venir à mon appel. Mais prenez en pitié le chétif que voici. Le roi me hait, j'ignore pourquoi, mais vous le savez peut-être. Et qui donc pourrait charmer sa colère, sinon vous seule, reine franche, courtoise Iseut, en qui son cœur se fie? En vérité, sire Tristan, ignorez-vous encore qu'ils nous soupçonnent tous les deux? Et de quelle traîtrise? Faut-il par surcroît de honte que ce soit moi qui vous l'apprenne? Monseigneur croit que je vous aime d'amour coupable. Dieu le sait pourtant, et si je mens, qu'il honnisse mon corps. Jamais je n'ai donné mon amour à nul homme, hormis à celui que le premier m'a prise, vierge entre ses bras. Et vous voulez, Tristan, que j'implore du roi votre pardon? Mais s'il savait seulement que je suis venu sous ce pain, demain il ferait jeter ma cendre au vent. Tristan gémit. Bel oncle, on dit nul n'est vilain s'il ne fait vilainie. Mais en quel cœur a pu naître un tel soupçon? Sire Tristan, que voulez-vous dire? Non, le roi monseigneur n'eût pas de lui-même imaginé telle vilainie. Mais les félons de cette terre lui ont fait accroire ce mensonge, car il est facile de décevoir les cœurs loyaux. Ils s'aiment, lui ont-ils dit, et les félons nous l'ont tourné au crime. Oui, vous m'aimiez, Tristan, pourquoi le nier? Ne suis-je pas la femme de votre oncle? Et ne vous avais-je point par 2 fois sauvé de la mort? Oui, je vous aime en retour. N'étiez-vous pas du lignage du roi? Et n'ai-je pas, oui, maintes fois ma mère répété qu'une femme n'aime pas son seigneur tant qu'elle n'aime pas la parenté de son seigneur? Mais c'est pour l'amour du roi que je vous aimais, Tristan. Maintenant encore, s'il vous reçoit en grâce, j'en serai joyeuse. Mais mon corps tremble, j'ai grand peur, je pars, j'ai trop demeuré ici. Dans la ramure, le roi a eu pitié et sourit doucement. Iseut s'enfuit. Tristan la rappelle. « Reine, au nom du Sauveur, venez à mon secours par charité. Les couards voulaient écarter du roi tous ceux qui l'aiment. Ils ont réussi et le raillent maintenant. Soit, je m'en irai donc hors de ce pays, au loin, misérable comme j'y vins jadis. Mais tout au moins, obtenez du roi qu'en reconnaissance des services passés, afin que je puisse sans honte chevaucher loin d'ici, il me donne du sien assez pour acquitter mes dépenses, pour dégager mon cheval et mes armes. » Non, Tristan,
Vous n'auriez pas dû m'adresser cette requête. Je suis seule sur cette terre, seule en ce palais où nul ne m'aime, sans appui, à la merci du roi. Si je lui dis un seul mot pour vous, ne voyez-vous pas que je risque la mort honteuse? Ami, que Dieu vous protège. Le roi vous hait à grand tort, mais en toute terre où vous irez, le Seigneur Dieu vous sera un ami vrai. » Elle part et fuit jusqu'à sa chambre, où Brangien la prend, tremblante entre ses bras. La reine lui dit l'aventure. Brangien s'écrie « Iseux, madame, Dieu a fait pour vous un grand miracle. Il est père compatissant et ne veut pas le mal de ceux qu'il sait innocents. » Sous le grand pin, Tristan, appuyé contre le perron de marbre, se lamente. « Que Dieu me prenne en pitié et répare la grande injustice que je souffre de mon cher Seigneur. » Quand il eut franchi la palissade du verger, le roi dit en souriant « Beau neveu, béni soit cette heure. Vois la lointaine chevauchée que tu préparais ce matin. Elle est déjà finie. » Là-bas, dans une clairière de la forêt, le nymphe Rossin interrogeait le cours des étoiles. Il y lut que le roi le menaçait de mort. Il noircit de peur et de honte, enfla de rage, et s'enfuit prestement vers la terre de Galles.